Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James sera comme d'habitude à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur le site de Décideur TV, du Journal du Net, mais aussi sur Offre Média. Vous pouvez donc poser toutes vos questions à notre invité tout au long de cette émission. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Cyril Zimmermann, fondateur et PDG de iMedia. Bonjour Cyril. Bonjour, bonjour. Merci d'être présent sur notre plateau. Alors on va retracer un petit peu votre parcours. Vous êtes diplômé de l'ESCP et Sciences Po Paris. À l'âge de 24 ans, vous créez une régie publicitaire avec un ami. Nous sommes en 96, iMedia est né. Le groupe va connaître une ascension fulgurante. En 2000, il entre en bourse sur Euronext Paris. En 2012, vous créez la société de taxi-moto iCab. Depuis début mai, vous êtes également président de l'Axel, association de l'économie numérique, en plus de votre activité de business angel. Depuis hier, donc c'est tout frais, vous êtes également membre d'une commission parlementaire sur le numérique. Et on va s'arrêter là parce que sinon, on va y passer l'émission. Alors, avant toute chose, on va revenir sur l'actualité de votre groupe. Vous avez cédé pour 90 millions d'euros, soit le montant de la valorisation de iMedia au moment du deal jeuxvideo.com à Webedia. Comment est-ce que vous avez fait un deal pareil? Comment est-ce que vous y êtes pris? D'abord, merci pour votre invitation et je suis ravi d'être là avec vous. L'activité de jeuxvideo.com effectivement a été valorisée 90 millions d'euros. Ça correspond à une réflexion stratégique qu'on a menée au sein de iMedia qui nous a conduit à décider que les activités de publishing étaient des activités tactiques qui peuvent continuer à exister au sein de iMedia dans la mesure où elles renforcent la régie et les solutions de paiement, mais pas des activités stratégiques. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à voir quels étaient les scénarios de cession et de valorisation de ces actifs avec des partenaires extérieurs. Au mois de mars, on a vendu notre plateforme de blog, Blogorama, à un acteur qui souhaitait capitaliser sur l'audience latino-américaine qu'on avait sur cette plateforme. On a des discussions concernant Photolog et Tout le Ciné, qui sont d'autres sites qu'on édite. Et on avait engagé un process en donnant un mandat à une banque pour céder jeuxvideo.com en fin d'année dernière, début de cette année. Ce processus a été conduit avec deux guidelines. La première, bien évidemment, la valorisation financière de l'actif. Et deux, le fait, comme je le disais, que le partenaire à qui nous céderions cet actif viendrait renforcer nos activités de régie et ou paiement. Et au bout du processus, au bout de discussions avec des acteurs américains, des acteurs européens, des acteurs asiatiques, nous avons conclu effectivement avec Webedia sur une transaction valorisant jeuxvideo.com 90 millions d'euros et avec un accord de régie sur le programmatique, sur le mobile et sur la vidéo en France et sur tous les pays européens où Webedia et iMedia est implanté. Et je pense que les deux composantes de l'accord sont extrêmement importantes. À la fois, c'est effectivement une très belle valorisation d'actifs pour iMedia. Vous le soulignez, jeuxvideo.com 90 millions versus la capitalisation boursière de iMedia qui était de 90 millions plus 20 millions d'euros de dette, c'est-à-dire une valeur d'entreprise de 110 millions. C'était des chiffres qui étaient assez proches. Et quelque chose qui se met en place aujourd'hui et qui va se mettre en place d'ici la fin de l'année, qui est la mise en place d'un partenariat commercial très fort sur 3 ans avec Webedia, sur le programmatique, la vidéo et le mobile sur l'ensemble des pays d'implantation. C'est quelque chose qui nous permettra de les accompagner dans leur croissance et qui va être un booster de croissance pour iMedia. D'accord. Si on met de côté du coup la trésorerie de 90 millions, on regarde votre valo de 120, 125 millions et quelques, du coup vos actifs sont aujourd'hui valorisés 35 millions d'euros. Est-ce que paradoxalement c'est pas inquiétant ou une faiblesse? Alors, de toute façon, je pense qu'iMedia a été sous-valorisé depuis un certain temps. Je crois que la cession de jeuxvideo.com montre que la valeur des actifs en fait était largement sous-évaluée, puisque vous le disiez, en fait, sur une société dont la valeur d'entreprise était 110, avoir cédé un actif qui valait 90, ça veut dire que mathématiquement le reste valait rien ou pas grand-chose. Donc il y a effectivement une asymétrie d'information, ou en tout cas quelque chose au fait qui ne fonctionne pas dans la valorisation de iMedia. Cet accord avec Webedia permet effectivement de montrer que la valeur des actifs d'iMedia était probablement sous-évaluée. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir effectivement un cours de bourse qui a augmenté de 70 cents quand on a fait un accord qui apportait en fait 2 euros de cash par action dans la société, on a encore en fait un potentiel d'upside et je pense qu'on n'a pas encore rattrapé le gap de valorisation qui est celui de iMedia aujourd'hui. Je suis d'accord. Alors, on a énormément de questions d'internautes. Jérémy demande, votre capital est aujourd'hui très fragmenté. Vu votre nouveau trésor de guerre et le faible niveau de valorisation historique, ne craignez-vous pas d'être désormais une proie de premier choix pour des groupes américains ou votre actionnaire allemand United Internet?
Le fait que le capital de iMedia soit éclaté n'est pas une nouveauté, c'est le cas depuis l'introduction en bourse en 2000, donc ça fait 14 ans. C'est une donnée qui fait partie de l'identité de la société, c'est une société dont le capital n'est pas contrôlé. Ça n'a pas empêché de se développer, ça n'a pas empêché de faire des acquisitions, ça n'a pas empêché de faire des investissements, ça ne l'empêche pas de faire des cessions et de créer de la valeur pour ses actionnaires, et ça continuera ainsi. Si effectivement demain un acteur souhaite lancer une offre publique et prendre le contrôle de iMedia, je dirais que ça fait partie de la vie de la société. C'est une donnée que de toute façon, n'importe quel manager qui introduit une société en bourse a en tête, et ça fait partie de l'existant et de la vie en bourse. Donc du coup, au-delà de ça, ces 90 millions de trésorerie, ce trésor de guerre, comme le dit l'internaute, vous comptez en faire quoi aujourd'hui? Vous avez déjà des axes stratégiques d'acquisition sur les métiers sur lesquels vous êtes recentré de prévu? Alors pour être précis, iMedia détenait 88% de jeuxvideo.com, donc le montant de numéraire en fait récupéré par iMedia est plus de 81 millions d'euros. Donc la précision vaut quand même la peine d'être notée à 9 millions d'euros près. Et aujourd'hui, je ne souhaite pas prendre d'engagement sur l'utilisation qu'on fera de cette trésorerie. Il y a différentes façons d'utiliser en fait ce que vous appelez un trésor de guerre. Ce que les actionnaires en fait envisagent assez naturellement, c'est effectivement le versement d'un dividende. Il y a assez peu de sociétés du numérique qui versent des dividendes. On fait partie de celles qui en ont déjà versé, donc il n'est pas du tout exclu qu'on en verse, mais aujourd'hui ce n'est pas quelque chose qui est acté et donc je ne m'engagerai pas dessus. Il y a des potentielles acquisitions que nous pouvons faire sur le paiement et sur la publicité. On ne fera pas d'acquisitions qui seront d'un montant tel en fait, que ça consommerait la totalité de la trésorerie. Ça serait des acquisitions de type tactique pour acquérir soit la part de marché, soit des compétences et de la technologie. Mais ce n'est pas aujourd'hui une volonté de dépenser la totalité de ce qui a été reçu à l'occasion du deal Webedia et jeuxvideo.com en fait en acquisition. Et puis après, le troisième élément, c'est qu'il y a un certain nombre de sociétés en fait, de notre univers, je crois que c'est le cas de Mille Merci, sauf erreur, et aussi d'Au Féminin, qui vivent très bien avec une trésorerie très confortable, qu'ils gardent pour pouvoir l'activer au moment où une opportunité se présente. Vous le savez aussi bien que moi, en fait, dans un univers où tous les 2-3 ans, il y a énormément de changements, d'adaptations à faire, d'opportunités qui se présentent. Je crois qu'aujourd'hui, il peut être sage aussi de garder de la trésorerie de façon à ce qu'à 2 ans ou à 3 ans, si jamais quelque chose en fait, est activé, on puisse en profiter. L'idée, c'est pas de faire de iMedia une SICAV de trésorerie. Donc, je pense qu'on s'acheminera vers quelque chose qui est un mélange en fait, de tous ces éléments. D'accord, ouais. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, c'est un marché qui est en perpétuel changement. Récemment, vous avez un peu restructuré votre activité publicitaire entre d'un côté adexchange.com, qui est la partie régie, la partie programmatique, de l'autre côté Mobviews, une partie vidéo. J'imagine que le mobile et la vidéo, c'est deux secteurs que vous surveillez de près et sur lesquels les compétences techno sont très importantes et qui pourraient vous intéresser. Alors, je fais un pas en arrière. En fait, on a réorganisé considérablement la société en 2 métiers. La société s'appelle iMedia Group et il y a 2 métiers et 2 entités. Une qui s'appelle iMedia, qui est l'activité publicitaire, et une qui s'appelle iPay, qui est l'activité de paiement, qui regroupe aujourd'hui les activités de micro-paiement, mais aussi de paiement électronique. Et on travaille avec beaucoup d'e-commerçants qui vendent des biens physiques et qui ne vendent pas forcément du jeu vidéo en ligne ou des parties en fait sur Facebook. Donc ces 2 activités ont une taille qui est à peu près équivalente. Et à l'intérieur de l'activité iMedia, qui est la régie publicitaire, nous avons effectivement lancé 4 marques, dont les 3 dont vous parliez. Adexchange.com, qui va être considérablement alimenté par l'accord avec Webedia, qui est notre offre d'Adexchange, comme le nom l'indique en fait, qui est européen et qui permet de toucher 160 millions d'internautes en Europe, et donc il y a une force de frappe qui en fait un des premiers Adexchange européens. Mobviews, qui est la régie mobile, qui elle aussi sera alimentée par l'accord avec Webedia, et enfin Fullscreen, qui est la régie vidéo. Et nous avons considérablement investi et recruté sur l'ensemble de ces 3 piliers dans les dernières années, justement pour anticiper les mouvements de marché que nous voyons aujourd'hui, qui est que le display effectivement traditionnel tel qu'il était pratiqué par des acteurs régie ou éditeurs en fait, est aujourd'hui un peu moins, on va dire, demandé par les annonceurs au profit du programmatique, de la vidéo, du mobile, et dernier élément, des opérations spéciales dont Webedia est un spécialiste, mais pour lesquelles iMedia aussi a une entité dédiée qui s'appelle Magic et qui travaille avec certains éditeurs comme La Tribune, comme Se Loger, comme Skyrock. Et ces 4 pôles représentent aujourd'hui plus de 50% de votre CA publicitaire, si je dis pas de Exactement. bêtises. Au bout de 2 ans, ces nouveaux pôles d'activité représentent plus de 50% de l'activité, et donc aux dépens de l'activité display traditionnelle, qui elle, de toute façon, aujourd'hui, sur le marché au global, en fait, est quelque chose en fait, qui est à maturité. On va poser une dernière question sur jeuxvideo.com avant de passer à la régie publicitaire. Pourquoi Fimalac n'a pas fait une OPA sur toute votre société? Il aurait récupéré jeuxvideo.com et le reste pour le même prix.
Je pense qu'il faut leur poser la question. Aujourd'hui, nous avions une discussion en fait, sur jeuxvideo.com et on a été assez transparent dans la discussion avec eux qui était de dire nous souhaitons valoriser jeuxvideo.com pour pouvoir déployer plus fortement, avec plus de moyens, nos activités de régie et de paiement. Et dans les discussions que nous avons, nous souhaitons avec vous avoir un accord de régie qui est global. Et donc, il était évident que nous n'étions pas vendeurs de la partie régie, mais nous étions en fait, plutôt en recherche d'une façon de l'augmenter en termes de puissance et d'accélérer son développement. Alors on va passer donc à la régie publicitaire. Toujours un internaute qui demande pourquoi avoir choisi la techno AppNexus plutôt que d'avoir développé votre propre technologie Data Exchange. Alors AppNexus en fait est une sous-couche technologique qui permet de faire correspondre en quasi-temps réel les offres et les demandes d'espace publicitaire. Donc c'est un peu l'équivalent d'une technologie qui permettrait à Euroclear ou à une chambre de compensation boursière de travailler et de faire matcher les ordres d'achat et de vente d'actions. Au-dessus de ça, quand vous êtes obligé de créer d'autres couches technologiques de façon à ce que des produits puissent exister, du ciblage publicitaire puisse exister, des formats puissent exister et qu'il puisse y avoir un vrai marché. Parce que AppNexus tout seul n'était pas suffisant pour nous pour servir nos besoins, qui étaient non pas des besoins en termes uniquement de bannières, mais aussi de rich media, qui étaient des besoins de reporting et de consolidation des données pour nos éditeurs, qui se nourrissent du programmatique, mais aussi de la vidéo, mais aussi du mobile, mais aussi des opérations spéciales. Donc nous avions besoin d'intégrer tout ça dans ce qu'on appelle un stack technologique qui reprend AppNexus, mais agrège aussi d'autres éléments qui sont propriétaires pour avoir une couche propriétaire. Donc AppNexus est vraiment pour moi la couche basse, et c'est pas dévalorisant de dire la couche basse, mais la première couche en fait est la couche vraiment de compensation en fait, des ordres d'achat et de demande en chaîne de compensation. Et tout autour de ça, il a fallu qu'avec nos ingénieurs, qui sont passés de 20 à 100 en 3 ans, on développe l'ensemble des technologies et des features qui permettent d'avoir une offre sur le marché. D'accord. Concernant votre positionnement d'Alexchange Media, la France a une certaine spécificité, elle a vu le lancement de la place Média et Audience Square. Est-ce que ce sont deux initiatives qui vous ont un peu fait de l'ombre? Parce qu'on peut imaginer, ils sont un peu sur le même positionnement, mais encore plus premium. Donc on pourrait penser que finalement, ils ont un peu réduit la valeur ajoutée de Alexchange.com. C'est clairement des concurrents. Ce sont des concurrents en fait, de talent parce que les managers en fait, sont de qualité et les offres sont de qualité aussi. Nous avons en fait, effectivement un positionnement qui est équivalent. On a plus de puissance aujourd'hui et l'accord encore une fois avec Webedia en fait, nous fait passer dans une catégorie au-dessus. On a aussi, je pense, en fait, la particularité de ne pas être une société de moyens. C'est-à-dire que Audience Square et la place Média sont des succès, mais sont des sociétés de moyens qui n'ont peut-être pas investi, dont le cahier des charges n'était pas d'investir autant d'argent sur le développement de ces technologies par-dessus AppNexus ou par-dessus Rubicon pour pouvoir avoir en fait un niveau de service et d'agrégation de données et de pertinence data sur lesquels nous avons œuvré. Donc la question qui se pose est de savoir si créer une place de marché, c'est la mise en commun d'inventaire et la création d'une équipe commerciale avec la syndication du technologie, ou si c'est quelque chose qui va demander plus d'investissement humain, technologique et une taille plus importante, et auquel cas, la place Média et Audience Square, à cette date en tout cas, ne se sont pas mis forcément à 100% dans cette dynamique, parce que, comme ce sont des places de marché de marque médias, vous savez très bien qu'ils ne se créent pas de nouvelles télés, de nouveaux magazines et de nouvelles radios toutes les semaines, donc ils ont fait dans une certaine mesure le plein. Oui. Donc où va la croissance et où est-ce qu'ils vont trouver des inventaires supplémentaires, alors que notre métier, nous, c'est de syndiquer de plus en plus d'inventaires depuis 18 ans. Et nous avons concédé des investissements qui sont en cumulé de l'ordre de 10 millions d'euros sur 3 ans, pour être en capacité technologique et en termes de produits, capable en fait de continuer à évoluer avec le marché et d'anticiper les prochains besoins. Donc je pense qu'à date, nous sommes positionnés en fait dans un univers qui est comparable, mais je crois, et j'espère, en tout cas c'est le pari que nous faisons, que l'ensemble des investissements que nous avons faits nous permettra, nous, de continuer à croître et d'accélérer. Et je souhaite en fait qu'on puisse d'ailleurs en parler avec Audience Square et la place Média si à un moment donné il y a des mutualisations à faire. D'accord. Ouais. Alors justement, il y a une internaute qui demande est-ce que AdExchange.com pourrait à terme aussi devenir une plateforme de booking pour d'autres canaux de communication type affichage, TV, etc. C'est pas notre souhait, c'est pas notre stratégie. On est un acteur du digital. Le digital en fait a vocation à se répandre partout, bien évidemment. Si demain tous les panneaux de communication dans les aéroports, dans les gares, dans le mobilier urbain deviennent des panneaux numériques, pourquoi pas, effectivement, de la même façon que si demain, tous les programmes audiovisuels se regardent à partir de machines connectées au réseau, naturellement, on y viendra. Mais c'est la technologie et les usages des utilisateurs qui va faire de sorte que le numérique, en fait, se répand sur tous les médias et nous donnera, en fait, une place de plus en plus centrale. Ce n'est pas nous qui allons dire, on va se diversifier vers l'affichage.
J'ai une question par rapport à l'activité historique de iMedia qui était finalement d'être un ad network. On a vu que vos concurrents, Specific Media et Adconion, justement, ont complètement raté ce virage programmatique. Est-ce qu'en termes de business, vous estimez que vous avez réussi à opérer ce changement et vous avez réussi à préserver la valeur finalement de vos inventaires et de votre valeur ajoutée? J'espère bien. Ouais. Je crois qu'il y a une question de langage aussi derrière ce qu'on appelle un ad network. Les ad networks dans le langage américain sont en réalité des arbitragistes en fait, qui font de l'achat-revente. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contrat régie ou très peu de contrats de régie avec des éditeurs. Ils achètent des inventaires en gros, ils les revendent en détail et ils ont une technologie au passage qui permet finalement de faire de sorte que le détail est revendu plus cher que l'achat. Ça, effectivement, à partir du moment où vous avez une logique programmatique de désintermédiation, la valeur ajoutée d'arbitrage en fait est questionnée. Et c'est ce qui s'est passé pour les acteurs que vous avez cités. Nous, historiquement, et c'est encore notre business model, on a un métier qui est différent, qui est un métier de service pour les publishers. Donc on va avoir des éditeurs de sites de contenu ou des sites de services pour leur proposer des outils de monétisation qui sont encore une fois la publicité, mais aussi le paiement. Et à l'intérieur de la publicité, on ne fait pas que du programmatique display, on fait du programmatique display et rich media, on fait de la vidéo, on fait du mobile et on fait des opérations spéciales. Donc on a un panel de prestations qui offre en fait une valeur beaucoup plus forte que simplement être un arbitragiste à un instant T en disant je vous achète vos invendus pour les vendre plus cher. Vous parliez de programmatique rich media. Il y a une vraie place pour ce secteur-là parce que justement la place média ou Audience Square ont parfois eu des relations un peu compliquées avec leurs éditeurs qui voient que le programmatique peut cannibaliser leurs revenus. Vous croyez vraiment que le programmatique peut upgrader quoi, en termes de... Le programmatique est une méthode d'achat et une méthode de vente. C'est le programmatique prendre la part de marché parce que le fait de vendre et le fait d'acheter par ces méthodes-là permet de gagner du temps, de l'efficience et d'avoir de l'information fraîche et efficace. Ça permet d'avoir du ciblage en temps réel. Et donc, une fois que vous avez dit ça, il n'y a pas de raison que ça se limite à certains formats plutôt qu'à d'autres. En revanche, dans le mode constitutif en fait, de place de marché comme Audience Square et la place média, c'est de savoir quelle est la part qui reste maîtrisée par les éditeurs dans leur régie interne et quelle est la part qui sera donnée à la joint venture qu'ils ont créée. Mais je dirais que c'est plus une spécificité de ces sociétés-là qu'une question de marché. Pour moi, il est évident effectivement que le programmatique se répandra sur tous les formats industrialisables du web. Donc la seule chose qui ne le sera pas, ce sera les opérations spéciales parce que par définition, on parle de quelque chose qui est sur mesure. Mais même sur le native, et iMedia a participé au lancement d'une société qui s'appelle Quantum et qui met justement du native en mode programmatique pour les éditeurs, on pense que c'est quelque chose qui va monter en gamme, monter en puissance parce qu'encore une fois, on est sur un format standardisable. Alors comment lutter contre les solutions de Google qui intègrent de plus en plus le programmatique pour tous ? Je crois que la question n'est pas de lutter contre Google. Qui veut lutter contre Google en fait, est probablement en fait, amené en fait, à un certain nombre de désillusions. La question est comment exister à côté de Google. Donc, encore une fois, Google en fait, est basé sur un modèle technico-algorithmique. C'est-à-dire que tout ce qui va dépasser la gestion en fait, par du programmatique ou par des modes automatisés ne va pas faire partie de l'ADN de Google qui veut éviter finalement un peu d'une certaine mesure le facteur humain, le facteur vente. Je pense que ça a ses limites et je pense qu'il y a de la place pour des sociétés qui savent utiliser la technologie et avoir la leur, c'est la nôtre, mais aussi savent valoriser la fonction humaine et pouvoir avoir aussi des prestations qui sont des prestations de conseil, d'accompagnement à composantes en dominante humaine plutôt que technologique. Et aujourd'hui, vous savez, on est à côté de Google, on est à côté de Facebook, on est à côté de Twitter, on est à côté de Microsoft. Il y a 15 ans, il y a 14 ans, quand on a introduit iMedia en bourse, nous étions à côté d'AOL, nous étions à côté de Club Internet, nous étions à côté d'Orange ou Anadou. Donc iMedia a toujours été un acteur qui se positionnait à côté de sociétés dont les moyens et dont la puissance était considérablement supérieure à la nôtre. Ça ne nous a pas empêché de croître, ça ne nous a pas empêché de continuer à progresser. Et donc sur le mobile où aujourd'hui Google et Facebook attirent une part énorme des investissements publicitaires, vous pensez que rien n'est joué ? Je pense que rien n'est joué. Il est clair que sur le marché de la publicité aujourd'hui, quand vous prenez Google et Facebook, vous avez en fait une ultra-dominance et cumulée, ils doivent représenter à peu près 75% de part de marché du publicité digitale. Sur le mobile, peut-être que les proportions seront les mêmes. Nous nous situons sur les 25-30% restants. Et il y a de quoi de faire de très beaux succès et de très belles sociétés. Et je pense qu'il y a aussi une certaine vertu à avoir effectivement des sociétés de ce type-là et avoir une alternative à côté. Et après, chacun des éditeurs choisira son prestataire de service, peut-être pas de façon exclusive, peut-être qu'une partie travaillera
une partie de l'inventaire sera travaillée par une société de type Google et peut-être qu'une partie de l'inventaire sera travaillée par des sociétés comme iMedia. Je crois que c'est bien pour un marché qu'il y ait plusieurs options. Sur le mobile, il y a des problématiques de cookies, de latence. Le RTB, c'est une réalité aujourd'hui sur ce device? Alors, on s'est développé depuis 2 ans sur le mobile. Aujourd'hui, avec l'accord avec Webedia et un certain nombre d'autres accords que nous sommes en train de signer, je pense qu'à la fin de l'année, Mobius en France sera, si ce n'est la première, pas loin d'être la première régie mobile en France. Donc c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Je sais pas, on peut avoir des chiffres pour un peu alimenter ce propos. Parce Non. qu'on est premier chacun dans sa catégorie dans un sens. Mais... Premier en termes d'offres et premier probablement en chiffre d'affaires ou pas loin. D'accord. Donc en tout cas, c'est les projections, les ambitions qu'on se donne. Et vu les discussions en cours ou les accords déjà signés, en fait, je pense que c'est quelque chose qui est un objectif raisonnable. Donc on donnera plus de détails en fait en temps et en heure. On a aujourd'hui sur le mobile quelque chose qui est branding, mais qui n'est pas mûr, puisque ce n'est pas la bannière publicitaire en fait, qui va donner du branding en fait, et un effet de marque aux annonceurs, c'est plutôt le native et c'est plutôt les interstitiels. On a quelque chose en fait, qui va migrer vers la performance et du RTB et du programmatique, donc c'est effectivement les formats bandeaux. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, c'est branché, c'est fonctionnel, mais le marché n'est pas encore là en Europe. Il est déjà là aux États-Unis, mais il n'est pas encore là en Europe. Alors, une internaute demande où en est adexchange.com en termes de valeur ajoutée in-house et de course au return on investment pour les annonceurs. Il y a plein de mots techniques là-dedans, il y a plein de mots anglais. Je crois qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée d'AdExchange, c'est d'être totalement transparent sur les sites qui font partie de notre offre. Donc nous n'agrégeons pas la long tail, nous sommes en fait une place de marché média, donc comparable à ce que vous disiez tout à l'heure sur Audience Square et la place média, même si la nature des médias est un peu différente. Donc je crois que la transparence sur une place de marché est extrêmement importante. Surtout que le programmatique a suscité un certain nombre d'interrogations, de questions et de doutes chez les annonceurs. Je crois qu'encore une fois, la transparence est la première vertu. La deuxième, c'est que pour qu'une place de marché existe, il faut qu'elle propose de la profondeur et de la liquidité. Et qu'à un moment donné, il faut que la taille soit suffisante pour être pertinent dans la durée. Et je crois que l'effet taille, même si effectivement ça peut paraître réducteur de dire que la taille crée la valeur, il y a un peu de ça aussi. Et 3, la capacité de nos équipes technologiques à créer des solutions sur mesure et de les tester avec les annonceurs sur du programmatique. Je parlais du native tout à l'heure, on a parlé du rich media. Aujourd'hui, on a créé notre propre plateforme de management de data, alias DMP, pour pouvoir justement être le plus réactif possible et faire du sur-mesure en programmatique pour des annonceurs ou pour leurs agences médias. Alors, on va parler un petit peu de votre nomination, enfin de votre nomination en tant que président de l'Axel, donc, qui date de début mai. Comment est-ce que vous comptez faire pour faire évoluer un peu le positionnement d'Axel? Quel est votre programme, entre guillemets? L'Axel est une association qui a le mérite de la sagesse parce qu'elle existe depuis une trentaine d'années. Donc c'est une, entre guillemets, vieille association du numérique. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que les acteurs qui sont partie prenante à l'Axel sont des acteurs en fait, qui ont eu la durée pour eux pour regarder finalement ce qui s'est passé sur l'industrie du numérique. Alors dedans, il y a des startups qui ont grossi. C'est le cas de iMedia qui est aujourd'hui ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Et il y a beaucoup d'ETI à l'intérieur de l'Axel. Il y a Rakuten, par exemple. En fait, il y a d'autres sociétés au fait, aussi de l'univers digital. Il y a des grandes sociétés qui ont regardé, qui sont des acteurs du digital à l'intérieur de certaines de leurs activités, mais pour lesquelles le digital est clé. C'est le cas de l'atelier BNP Paribas et donc de BNP Paribas. C'est le cas de La Poste aussi. Vous pouvez imaginer que le digital pour La Poste, c'est un sujet qui est important. La Caisse des dépôts également. Donc, on a un écosystème à l'intérieur de l'Axel qui est vraiment celui de sociétés et de personnalités qui ont vécu le numérique depuis une quinzaine d'années. C'est un petit peu ce qui nous réunit tous. Et nous ne sommes pas une activité métier, nous ne sommes pas une association métier. La FEVAD, en fait, est une association métier. L'Axel n'est pas une association métier. À l'intérieur de l'Axel, il y a des commissions métiers où on produit du contenu, des recommandations sur différents métiers. Mais les métiers sont larges. On parle des paiements, on parle des RH, on parle du recrutement des ingénieurs informatiques, on parle du commerce transfrontalier, on parle du B2B. Donc, il y a des ateliers où on va proposer des sujets de réflexion et de pédagogie. Et au-dessus, l'Axel, c'est une caisse de résonance et un think tank où nous avons pour mission, en tant que personnalité, on va dire, mûre du numérique, sachant que nous sommes probablement tous des enfants sur le numérique en réalité, mais en tout cas d'essayer de se projeter et de réfléchir à ce que nous apporte le numérique et ce qu'elle va apporter demain. Donc on confronte des visions, on a fait une première réunion de débat
cette semaine avec Pierre Bélanger qui a publié un livre qui s'appelle La souveraineté numérique. Début juillet, on aura une deuxième réunion débat sur le Bitcoin. En septembre, on aura quelque chose autour du traité transatlantique. Quelle est la part du numérique là-dedans? On aura d'autres sujets, en fait, notamment sur la sharing economy, qui sont non pas des sujets métiers ou des sujets particuliers où moi, en tant que patron de iMedia, en fait, je vais avoir un intérêt en fait, à pousser une idée plutôt qu'une autre, mais c'est un espace de débat pour essayer de voir mais comment on peut anticiper finalement ce que va être le numérique demain. On peut parler de l'éducation, on peut parler aussi des banques, quid des réseaux bancaires par rapport à la banque en ligne. Tous ces sujets-là, ce sont des sujets de société et des sujets de société qui deviennent des sujets économiques. Donc c'est ça l'accès. Et la vie privée, plus particulièrement le traitement des données personnelles qui est en quelque sorte le cœur de l'activité publicitaire de iMedia. Quelle est votre position là-dessus? Je sais que vous allez plancher là-dessus, notamment à la commission parlementaire sur le numérique. La commission parlementaire a été mise en place et la première réunion a eu lieu hier sous la coprésidence de Christiane Ferral-Schul et de Christian Paul. Donc il y a une commission paritaire en fait avec des personnalités de la société civile et des parlementaires. L'idée est de regarder justement quels sont les impacts en fait, du numérique sur les libertés publiques ou en quoi les libertés publiques finalement ont une nature changeante en fait, à l'heure du numérique, sachant que les questions sont ouvertes et les réponses ne sont pas évidentes. Dans les premières interventions que chacun a pu donner hier, il y avait les avocats de l'espace de liberté que crée le numérique, ce qui est une réalité, et il y a ceux qui continuent en fait à approuver cette vision et en même temps probablement en fait mettre en garde sur le fait que l'utilisation des données est un véritable sujet de liberté publique et aussi économique, et qu'on ne peut pas nous tout seuls penser qu'en France, on va pouvoir changer la façon d'utiliser les données à partir du moment où finalement ces données, elles sont créées par des opérateurs privés. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace public, l'Internet, c'est un espace privé de grandes enseignes. Et donc ce sont ces enseignes privées qui créent les règles et il faut qu'on puisse dicter des cadres dans lesquels elles doivent exercer en fait, leurs activités, mais il faut que ces règles en fait, soient réalistes dans la mesure où elles peuvent finalement échapper à des règles territoriales pour exercer leur activité ailleurs. Donc il faut que ça soit une réflexion française, mais il faut que ça soit une réflexion aussi européenne et aussi, pourquoi pas, brésilienne, sud-africaine, russe, dans la mesure où aujourd'hui, je crois que le législateur américain en fait, est un peu en attente de voir ce qui va se passer dans les autres pays qui sont peut-être moins influencés par la puissance de frappe en fait, de la Silicon Valley en fait, qui maintient quand même en fait, une influence assez forte en fait, au Sénat et au Congrès. Je pense que l'Europe en fait, ne doit pas se sentir menacée, mais doit sentir une opportunité à prendre la parole en disant écoutez, nous on a bien réfléchi au sujet et on pense qu'effectivement les libertés publiques à l'ère du numérique, en fait, ça demande un certain nombre de règles qu'on va créer dans l'espace européen, mais peut-être en lien avec d'autres pays aussi. Les Allemands sont en train de réfléchir en fait, à ce genre de choses. En fait, ils ont publié un certain nombre de recommandations. Et je pense que c'est très intéressant de regarder comment nous, Français, avec cette particularité en fait, très française, en fait, de regarder comment on gère les données. La CNIL était un des premiers organismes en fait, à être créé en Europe là-dessus. Comment on peut le gérer et l'appréhender par rapport à notre sensibilité de citoyens français, mais aussi par rapport à ce qu'on peut faire en commun avec nos voisins européens. Alors une dernière question du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de Google de pouvoir enlever des liens, retirer des liens si on le souhaite Voilà. Je pense que c'est très bien parce qu'il faut que ça puisse exister, c'est-à-dire il faut qu'à un moment donné on puisse avoir un recours s'il y a quelque chose qui est du domaine en fait, de l'intolérable. Après la question est de savoir qui en est juge. Et puis il faut aussi raison garder par rapport au fait qu'on dit que oui mais Internet finalement va toujours laisser une trace. Oui, de la même façon qu'une conversation de café, en fait, qu'une rumeur qui se répand dans un salon parisien ou un village de province va toujours laisser une trace. Il n'y a que le temps en fait, qui fait que les choses s'oublient et je pense que naturellement, sur le numérique aussi, le temps fait son œuvre et permet d'enfouir en fait, et de faire oublier un certain nombre de choses que vous voulez oublier, mais ça donne aussi la possibilité de s'en rappeler. On peut les retrouver, voilà. Oui, mais c'est normal. Enfin, reprenez en fait, le débat en sens inverse. En fait, s'il y a quelque chose qui est du domaine de la liberté d'information, et c'est ce que disait Louis Plénal hier, la liberté d'information et l'importance en fait, d'avoir la transparence de l'information, et qu'aujourd'hui des gens peuvent s'opposer à cette transparence en fait, parce qu'ils demandent à retirer l'information et la désindexer, c'est aussi un problème de liberté publique. Donc il ne faut pas voir le sujet uniquement d'un point de vue personnel en disant je veux faire attention à ma réputation et je veux enlever en fait, ce que j'ai publié sur Facebook et qui était une erreur en fait, il y a 2 ans parce que ça décrédibilise quand je cherche un job. Il faut aussi le voir comme un espace de liberté parce que ça permet à des informations importantes de filtrer et d'être vues sur Internet. Donc il faut bien regarder les deux. Il faut aussi être conscient que
notre psychologie et notre façon de gérer les informations, de gérer les réputations, de gérer la transparence de l'information n'est pas très différente sur Internet qu'ailleurs. Le temps fait son œuvre. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Cyril Zimmermann d'avoir assisté à notre émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. N'hésitez pas à poser vos questions avant l'émission. Bonne journée.